Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Suite du déplacement princier à Madrid, le prince Albert II et la princesse Charlène ont rencontré le couple royal à l'occasion des 150 ans de la mission diplomatique de Monaco en Espagne. En basket, la Roca Team a remporté son premier match des demi-finales face à Nanterre. Renforcer la politique d'attractivité de Monaco, c'est la mission de Ludmila Rakona-Legov, qui était aux assises du numérique à La Baule. Elle sera notre invitée ce soir. Le gouvernement princier a annoncé hier l'adoption de sa stratégie de lutte contre la corruption dans les hautes fonctions exécutives. C'est à découvrir dans quelques instants. Le ministre d'État, accompagné du ministre des Finances et de l'Économie, s'est rendu à Monaco Boost et Monaco Tech, deux structures qui s'inscrivent dans la stratégie du développement économique de la principauté. Notre deuxième invité nous décryptera le programme Parcoursup destiné aux étudiants de terminale pour la suite de leurs études. Nous serons avec la conseillère d'orientation du lycée Albert Ier. La classe Ulysse du collège Charles III est sensibilisée au monde marin. Les élèves de cette section spécifique ont fait une collecte de déchets sur les plages. Et enfin, à quelques jours du Grand Prix, nous irons au Métropole Monte-Carlo, plus précisément dans le restaurant Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, pour voir comment s'adapte la brigade. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont entamé un déplacement à Madrid. Première étape marquante, une rencontre avec le roi d'Espagne Felipe VI et son épouse, la reine Laetitia. Les deux couples ont visité le jardin botanique royal, symbole de biodiversité et de coopération environnementale. Une réunion de travail s'est également tenue entre le prince Albert II et le souverain espagnol autour de relations bilatérales. Le prince Albert II a ensuite été reçu au palais de la Moncloa par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Les deux dirigeants ont échangé sur les grands enjeux internationaux, la coopération européenne, le secteur financier et la préservation de l'environnement. Et dans l'après-midi, direction le Pabellón Villanueva, au programme l'exposition Monaco et l'Espagne, 5 siècles d'histoire partagée, suivie de la 8e édition du Forum des artistes de Monaco. Deux temps forts qui mettent en lumière l'histoire commune et la création contemporaine monégasque. Reportage signé Vanessa Dessy et Julien Logier. Un rendez-vous placé sous le signe de la culture et du dialogue pour la principauté et l'Espagne, entre mémoire diplomatique et création contemporaine. Cette visite princière symbolise la richesse des liens qui unissent les deux pays depuis plusieurs siècles. Un héritage commun célébré à Madrid, présenté au pavillon Villanueva au Jardin botanique royal, l'exposition Monaco et l'Espagne, 5 siècles d'histoire partagée, réalisée en partenariat avec les archives du Palais Princier, retrace les liens diplomatiques, culturels et historiques qui unissent les deux pays à travers les siècles. C'est une exposition que nous avons organisée effectivement dans le cadre du 150e anniversaire de la mission diplomatique de Monaco en Espagne. Et on a voulu à cette occasion retracer un petit peu toute l'histoire qui existe entre nos deux pays, parce qu'elle va bien au-delà de ces 150 ans. On a eu la chance de partir de quelque chose qui existait déjà. Il y avait un livre qui avait été fait par un de mes prédécesseurs sur justement 5 siècles d'histoire. Donc il y avait déjà un travail de recherche qui avait été fait, mais qui s'arrêtait à Albert Ier. Donc on a voulu poursuivre l'histoire et l'amener jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a évidemment beaucoup de choses à dire sur nos relations aujourd'hui avec l'Espagne. Et voilà, et bien sûr on a sorti des archives du palais, et pas que, puisqu'on a réussi à trouver des éléments ici en Espagne assez intéressants. Et je pense que le public qui ne connaît pas cette histoire, en fait, va être très intéressée par l'exposition. À l'occasion du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Principauté et l'Espagne, le Forum des artistes de Monaco s'exporte exceptionnellement à Madrid, organisé par la Direction des affaires culturelles et de l'ambassade de Monaco en Espagne. Plus de 50 artistes de la Principauté y présentent leurs œuvres à travers différentes disciplines, de la peinture au dessin digital. Depuis 2012, cet événement se tient tous les 2 ans, et cette année, dans le cadre des relations entre l'Espagne et Monaco, l'anniversaire des 150 ans, nous avons décidé de tenir l'événement à Madrid. Comme d'habitude, les artistes amateurs et puis quelques artistes professionnels, et nous avons eu un succès tout particulier puisque nous avons 59 participants pour cette édition. Le couple royal et le couple princier pourront découvrir à travers cette exposition aussi le fait que de nombreux artistes non professionnels s'inspirent de la vie et du dynamisme de la vie culturelle à travers leurs œuvres et participent à notre rayonnement.
Les deux expositions sont ainsi à découvrir au cœur de Madrid. Présentées jusqu'au 13 juin, elles offrent un regard croisé sur l'histoire partagée entre Monaco et l'Espagne, ainsi que sur la création artistique monégasque contemporaine. En basket, c'est une marche de plus de franchie pour aller décrocher le titre de champion de France. Monaco s'est imposé hier au soir sur son parquet face à Nanterre, 103-88, lors du premier match des demi-finales, malgré un début un peu poussif. Le résumé de la rencontre avec Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Avec seulement 8 joueurs dans la rotation pour ce match 1, les Monégasques ont fait la moitié du travail en défendant hier leur avantage du terrain. Dans une rencontre très serrée en première période où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, la Roca Team aura su faire parler sa puissance offensive et sa rigueur défensive dans les 3e et 4e quart-temps pour venir à bout de Nanterre. Porté par le duo Blossomgain-Strazel, auteur de 46 points hier, Monaco peut rêver encore un peu plus d'un triplé historique. Nanterre, c'est une bonne équipe, donc forcément les matchs ne se jouent pas sur les premières possessions. Donc nous, on était prêts à ça. On sait qu'avec le niveau et l'intensité qu'on peut mettre, c'est une équipe qu'au bout d'un moment qui allait craquer. Donc nous, on a joué notre basket, on a déroulé notre basket et quand on a pris le momentum, ça a continué jusqu'à la fin. On a su garder l'écart qu'on a creusé au 3e quart-temps et puis à la fin du match, on a pu remporter cette victoire. Nanterre vient ici pour... si je peux dire, voler l'avantage. Donc ils ont compris ça et on a trouvé des match-up un peu différents qu'on a joué, mais c'est l'effort de joueurs. Ils ont commencé à jouer plus fort en défense aussi, parce que le 4e carton, le premier 5 minutes, même premier 7 minutes, on a pris 8 points au premier 7 minutes du 4e quart-temps. C'est un grand effort de joueurs en défense. Et voilà, heureusement c'est 1-0 pour nous. Déjà, il faut oublier ce match-là. Il faut commencer par préparer le deuxième. La Roca Team retrouvera Nanterre demain soir pour le match 2, toujours ici à Gaston Médecin, avec toujours en ligne de mire une 3e finale cette saison. Il n'était pas prévu en session de nuit et pourtant ils ont joué jusqu'à 23h environ. Hugonis et son partenaire français Édouard Roger Vasselin se sont qualifiés hier en quart de finale du double messieurs de Roland-Garros. Un match serré dans un premier temps avant une libération. Victoire 7-6-6-2 face à la paire Reyes Varela-Tabilo. Un tour de plus donc pour le duo franco-monégasque. Leur réaction au micro de Justin Hadel et Jérémy Henry. On a commencé tard, un peu poussif de mon côté, mais on a fait une super réaction en équipe et on remporte ce premier set un peu à l'arrache. Et puis on a bien poussé au deuxième et content de s'en sortir en 2 sets. Tabilo, il avait 3 sets dans les jambes, donc il était chaud. Donc ouais, ils ont bien mieux commencé que nous. Heureusement, on a bien su remonter la pente, une bonne réaction. Et le premier set était évidemment crucial, de gagner 9-7 dans le tie-break. Ça a permis évidemment de gagner ce premier set et d'être un peu plus relâché pour le deuxième set. Et voilà, on s'en sort en 2 sets. C'était ça le principal parce qu'il commençait à faire tard. En foot, c'est officiel, le départ de l'entraîneur Sébastien Pocognoli a été confirmé hier au soir par le club. Après 7 mois d'exercice, l'entraîneur belge n'ira pas au bout de son contrat prévu initialement jusqu'en juin 2027. Il devrait être remplacé par le Brésilien Filipe Luis, dont on entend beaucoup parler en ce moment. On change de sujet. L'attractivité n'a jamais autant été au cœur des discussions, alors que Venturi Space, dans sa conquête lunaire, a annoncé investir 250 millions d'euros à Toulouse et la création de près de 200 emplois pour son nouveau centre de technologie. Eh bien, la principauté multiplie les événements pour renforcer sa politique d'attractivité avec des rendez-vous à Monaco, mais aussi une présence sur des manifestations hors les frontières. C'était le cas fin mai aux Assises du numérique à La Baule. Ludmila Rakona-Le Goff a participé à cet événement qui a réuni de nombreuses personnalités et décideurs. La déléguée en charge de l'attractivité est notre invitée ce soir. Bonsoir Ludmila Rakona-Le Goff. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que sont les Assises du numérique ? Bien sûr. Alors les Assises du numérique, c'est une conférence qui est organisée chaque année par le DigiWorld Institute et qui rassemble autour de deux journées de travail des acteurs politiques, institutionnels, des dirigeants de grands groupes français et internationaux, des financeurs, autour d'une conférence qui cette année était principalement consacrée aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et ce sont des enjeux qui concernent Monaco ?
Oui, typiquement, Monaco est complètement concerné par le thème de la conférence qui impacte le monde entier de par les mutations qu'elle engendre. Et il était particulièrement important pour nous d'avoir la possibilité d'assister à ces échanges qui ont été particulièrement intenses et nourris. À titre d'exemple, ont participé au panel de discussion Jean-Philippe Courtois, qui est l'ancien vice-président de Microsoft, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur de la Banque des territoires, des grands fonds d'investissement comme Atlantis ou Pegasus. Donc il était vraiment très très important pour nous de pouvoir d'abord écouter, puis ensuite aller discuter directement avec ces personnes, parce que en fait, il est question pas seulement de l'aspect technique de l'intelligence artificielle, mais aussi de compétitivité, de confiance, de développement d'infrastructures, de positionnement des territoires dans ce monde en complète mutation. Et comment s'est effectuée cette relation entre Monaco et les Assises du numérique? Comment Monaco s'est retrouvé dans cet événement? En fait, j'ai eu le plaisir de rencontrer François Barraud, donc le président du DigiWorld Institute, à l'occasion du Monaco Day que nous avons organisé cette année à Davos. Donc, M. Barraud était présent, il est intervenu en ouverture de la journée Monaco, et nos échanges ont perduré par la suite. Et il m'a très gentiment invité à assister et participer à cette conférence. C'est la preuve que la présence de la cellule attractivité dans ce genre d'événement aussi important que cela, comme Davos, comme les Assises du numérique, est primordiale. Ah, complètement. Elle est primordiale, non pas parce qu'il s'agit de positionner Monaco comme un acteur, comment dire, Monaco ne deviendra jamais une plateforme à l'échelle de la Chine, des États-Unis ou encore de l'Europe. En revanche, en principauté, la taille de notre territoire, nos résidents, le dynamisme de notre économie font que nous pouvons très largement nous positionner comme un territoire de confiance pour les investisseurs, ceux qui impulsent ces nouvelles technologies, comme vitrine aussi d'utilisation de ces technologies. Mais pour faire ça, il faut être dans les endroits où l'on rencontre ces gens. Il ne faut pas être dans une démarche tout simplement attentiste. Il faut au contraire être très proactif et aller à la rencontre de ces personnes pour envisager l'avenir avec eux à Monaco et depuis la principauté. Et maintenant, quels sont les prochains rendez-vous auxquels participera la cellule attractivité? Alors, beaucoup plus localement, nous allons participer à Monaco à une conférence qui, elle aussi, est très orientée sur l'intelligence artificielle qui s'appelle le Wave Summit, qui est organisée en principauté les 9 et 10 juin, donc la semaine prochaine. Là aussi, c'est un de nos contacts davosiens qui est revenu vers nous après le Monaco Day pour nous parler de cet événement qu'il organise pour la 3e année consécutive à Monaco. Donc je fais une intervention en ouverture de la conférence le 10 juin au matin. Donc là aussi, c'est la preuve que Monaco est vraiment identifié comme un territoire où l'on peut venir parler de ces sujets. Donc ça, c'est la première étape. À charge à nous, par les actions que nous menons au nom du gouvernement, de transformer ensuite l'essai en faisant comprendre aux gens qui interviennent dans le cadre de ces conférences que Monaco n'est pas simplement un lieu pour accueillir un congrès, une conférence, un forum, mais que c'est aussi un endroit à partir duquel ils peuvent envisager l'avenir pour leurs propres activités. Et c'est là que la présence de la cellule attractivité prend tout son sens, puisque c'est notre rôle de leur parler de Monaco sous cet angle-là et peut-être de les inciter à concevoir la principauté différemment et comme terre d'accueil de leurs activités. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie.
Le gouvernement princier a annoncé hier l'adoption de sa stratégie 2026-2028 de lutte contre la corruption dans les hautes fonctions exécutives. Elle est étendue aux secrétaires d'État, à la justice et à certaines autres fonctions au sein de la maison souveraine. Dans un communiqué, il est indiqué que cette stratégie affirme la volonté de renforcer l'intégrité publique, la transparence institutionnelle et l'exemplarité des responsables publics. Bonsoir Émilie Rousseau, cette stratégie s'inscrit dans le respect des engagements internationaux de Monaco. Oui, elle participe à la mise en œuvre des recommandations formulées par le GRECO, le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe, dans son rapport d'évaluation de juin 2024. Cette stratégie 2026-2028 a été élaborée par le comité de pilotage dédié à ce dossier et s'articule autour de 5 objectifs prioritaires. Étendre le contrôle déontologique à l'ensemble des hautes fonctions exécutives, consolider la culture de l'intégrité des décideurs publics, renforcer la transparence de l'activité relevant de fonctions exécutives, créer un cadre juridique protecteur pour les lanceurs d'alerte, renforcer la transparence de la commande publique de l'État et prévenir, dans le cadre des procédures, les risques de conflit d'intérêts. La stratégie 2026-2028 est assortie d'un plan d'action prévoyant la mise en œuvre progressive de mesures juridiques, opérationnelles et organisationnelles destinées à renforcer durablement le dispositif monégasque. Il s'agit donc là d'une étape importante qui réaffirme l'attachement de la principauté aux meilleurs standards internationaux en matière de prévention de la corruption. Vous connaissez peut-être Monaco Boost et Monaco Tech, 2 structures qui s'inscrivent dans la stratégie de développement économique de la principauté en accompagnant des entreprises et des start-up. Eh bien, le ministre d'État est allé découvrir hier après-midi ces 2 entités dans le quartier de Fontvieille avec le nouveau ministre des Finances et de l'Économie, Frédéric Cottalorda. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec ceux qui animent le tissu économique local. Théo Schumer et Hugo Comassa ont suivi la visite. Le gouvernement princier soutient ses entrepreneurs, d'abord à travers des structures très appréciées de ces derniers. Ce lundi, le ministre d'État Christophe Mirmand et le nouveau conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie Frédéric Cottalorda, sont venus le constater par eux-mêmes. D'abord chez Monaco Boost, la pépinière d'entreprises qui, depuis son ouverture en 2021, a accompagné 95 entreprises, principalement créées par des monégasques ou des conjoints. C'est le cas de Numérica, une société numérique spécialisée dans l'innovation qui a développé Localia, un serveur local à intelligence artificielle, et la plateforme Smash, une marketplace de services numériques à destination des entreprises. Pour gérer son activité, aux côtés de nombreux autres créateurs, Nicolas n'a pas trouvé mieux que Monaco Boost. Vous voyez, on a quand même des bureaux de 14 mètres carrés, on a l'impression que ça fait 30 mètres carrés parce que c'est très lumineux, des employés et un staff vraiment très à l'écoute qui nous aident au jour le jour, et surtout qui est très important, c'est que tous les entrepreneurs sont des experts dans chaque domaine. Donc on se retrouve autour d'un café, on se retrouve autour d'un repas, on peut discuter de nos problématiques d'entrepreneurs et on arrive finalement à résoudre des problèmes qui auraient nécessité énormément de temps. Même constat du côté de Monaco Tech, l'incubateur a soutenu quant à lui 72 entrepreneurs depuis 2017. Arthur en est membre depuis 2 mois. Il est le fondateur de Formulation Copilote, une plateforme qui sert de banque de données pour aider les chimistes, industriels et les formulateurs dans la confection de leurs produits. Lui a trouvé un soutien personnalisé pour son entreprise. On a beaucoup de services, même plus que ce que je pensais. En fait, on est très aidés, notamment tout ce qui est infrastructure, ça c'est plutôt classique. Mais on est très aidés sur les sujets juridiques, financiers, beaucoup de coaching, tout ça. Et ça, c'est très appréciable parce que c'est pas partout. Au cours de cette visite de Monaco Boost et Monaco Tech, le ministre d'État, très curieux de découvrir les projets innovants portés par les acteurs de l'entrepreneuriat monégasque, a souligné leur talent et leur excellence et témoigné son admiration devant l'efficacité des 2 dispositifs qui les soutiennent. Toutes les entreprises que j'ai rencontrées m'ont fait part de leur très grande satisfaction sur les conditions dans lesquelles elles avaient été hébergées, accueillies, et dans lesquelles elles avaient pu trouver les conditions de leur croissance. Et puis en même temps de montrer qu'ici à Monaco, ce sont aussi des entreprises à très haute valeur ajoutée qui trouvent à être développées et qui deviendront peut-être demain, dans leur secteur d'activité respectif, des leaders européens, peut-être même mondiaux. Et c'est cela, je crois, qui est important de mesurer l'efficacité de ce dispositif qui a été mis en place depuis quelques années par le gouvernement princier. Un dispositif déjà conséquent, mais qui, fort de son succès, est même amené à s'étendre. On est face à quelque chose qui aujourd'hui a suffisamment de recul pour nous démontrer la réussite de ce qui a été entrepris.
Et je pense que c'est réellement un chemin à suivre. C'est d'ailleurs pour ça que nous allons augmenter prochainement la capacité de Monaco Boost en créant un Monaco Boost 2 qui permettra d'accueillir des entreprises complémentaires pour pouvoir, encore une fois, étendre le champ des possibles pour ces sociétés-là. C'est donc mission réussie pour Monaco Boost et Monaco Tech qui promettent d'offrir à l'avenir encore de nombreuses chances à ces talents de faire rayonner l'excellence monégasque à travers le monde. Quel avenir pour nos enfants? C'est un vaste sujet qui préoccupe grand nombre de parents. Eh bien, en ce moment, les élèves de terminale sont sur leur ordi et probablement devant Parcoursup. Ce mardi, à 19h, plus d'1 million de candidats ont reçu une première série de réponses sur la plateforme d'orientation. Cette étape marque le début de la phase d'admission principale, une période décisive pour ces futurs étudiants. Et pour avoir plus d'explications, nous sommes avec la conseillère d'orientation au lycée Albert Ier, Valérie Lemonnier. Bonsoir. Bonsoir. Déjà pour commencer, je voudrais que l'on fasse le Parcoursup pour les nuls en quelque sorte. Comment ça marche? Parcoursup, c'est une plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Tous nos jeunes donc, ont candidaté depuis le 19 janvier dernier. Ils avaient jusqu'à début avril pour candidater, compléter leur dossier Parcoursup et valider donc leur choix. Là aujourd'hui, nous en sommes à la phase principale d'admission, c'est-à-dire? Alors la phase d'admission Parcoursup, c'est un moment très attendu pour nos lycéens qui sont en terminale et leurs familles. Donc ça va être le moment où les candidats vont connaître les réponses à leur candidature. Et il y a plusieurs réponses possibles. Oui, tout à fait. Il y a 4 réponses possibles. Donc la première réponse possible, c'est le oui, donc c'est l'équivalent d'une proposition d'admission. Ensuite, vous avez le oui-si, uniquement pour des demandes universitaires, c'est-à-dire sur des licences. C'est-à-dire que le jeune donc obtient une offre d'admission, mais elle sera soumise à un parcours d'accompagnement pédagogique visant à renforcer ses compétences dans l'objectif de lui faire réussir sa première année de licence. Troisième possibilité de réponse, donc être classé en liste d'attente, ça signifie quoi? Ça signifie que les candidatures ont été jugées potentiellement intéressantes par les établissements de l'enseignement supérieur, mais il y a eu des meilleurs dossiers. Donc voilà, c'est ce qui vaut un classement non pas en liste principale, mais en liste d'attente. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces listes d'attente sont évolutives. Et enfin, dernière possibilité de réponse, donc c'est le non, ça veut dire que les candidatures ont été refusées par la commission d'examen des vœux de formation. Et ça concerne plutôt des demandes pour des formations sélectives telles que les prépas, les IEP, Sciences Po Paris, les IFSI, les écoles d'ingénieurs post-bac, etc. Oui, mais alors justement, quand c'est un non, qu'est-ce qui se passe? Parce que, est-ce qu'il y a des recours? Parce que c'est quand même leur avenir qui se joue là. Alors, il faut voir d'abord si le candidat a été refusé sur tous ses vœux. Si tel est le cas, il aura la possibilité de participer en procédure complémentaire, donc qui s'ouvrira le 11 juin prochain. Possibilité pour le candidat de formuler 10 nouveaux vœux. Bien évidemment, il ne sera pas autorisé à recandidater sur les formations pour lesquelles il a été refusé, mais il pourra établir donc une nouvelle liste de 10 vœux. Et à ce sujet, la procédure complémentaire donc, concerne les élèves qui auraient été refusés sur tout leur choix de formation, les élèves dont les candidatures sont classées en liste d'attente, des élèves par exemple qui auraient ouvert un dossier sur Parcoursup mais qui n'auraient pas été jusqu'au bout d'une candidature qui ne l'auraient pas validée, ou bien des jeunes qui auraient obtenu une offre, qui auraient validé une proposition d'admission mais qui auraient entre-temps changé de projet et souhaiteraient donc candidater sur des formations qui ont des places disponibles. Et est-ce que les choix des élèves sont généralement respectés? Parce que les premières années en France, c'était pas fantastique, franchement. Parfois, un élève qui rêvait de faire du droit se retrouvait avec juste la possibilité d'aller en fac de lettres, ou encore un élève qui voulait faire une école d'infirmier juste à côté de chez lui devait aller à l'autre bout de la France, surtout quand on connaît la précarité de certains étudiants. Il y a aussi le cas de la jeune fille qui avait dans les commentaires écrit une recette de cuisine au lieu d'écrire ses doléances, et elle avait quand même obtenu l'école de son choix. Est-ce que ça s'est amélioré? Alors, la plateforme s'est considérablement améliorée, enrichie, je veux dire, de pas mal d'informations. Ça permet aussi aux jeunes, quand ils candidatent pour une formation, de voir s'il y a une adéquation entre leur profil, les spécialités qu'ils ont suivies, les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, pour ça, il y a vraiment, quand on fait l'examen des données chiffrées, ça permet en tout cas aux jeunes candidats de ne pas candidater dans le flou le plus total. Et qu'est-ce qui est important à rappeler pour ces jeunes? Alors d'abord les délais de réponse.
tous les jeunes qui vont obtenir des propositions d'admission donc dès ce soir, c'est-à-dire le 2 juin, ils auront jusqu'au 4 juin, 23h59 pour répondre. À partir de demain, du 3 juin, le délai de réponse passe à 48 heures, 2 jours. Si l'élève ne répond pas dans les délais impartis, il perdra automatiquement la proposition d'admission qui lui aura été faite et elle sera proposée à un autre candidat. Autre point clé de cette phase principale d'admission Parcoursup, donc ça concerne le classement obligatoire des vœux en attente. Donc ce classement obligatoire des vœux en attente, ce moment est très important et il va se tenir entre le 5 et le 8 juin, 23h59. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si un élève a pas mal de ses candidatures qui ont été classées en liste d'attente, on va lui demander d'établir un ordre de classement préférentiel de ses choix. Très important. S'il ne le fait pas, toutes ces candidatures qui ont été classées en liste d'attente donc seront définitivement perdues pour lui. Pour finir, quels conseils vous pourriez leur donner ? Tout d'abord, les jeunes qui n'hésitent pas à nous solliciter. On est plusieurs conseillers d'orientation en Principauté de Monaco. Vous avez Monsieur Gori qui travaille sur le lycée Régnier 3, qui suit aussi de très près ses élèves de terminale. Vous avez Monsieur Séché sur le lycée FNB qui est exactement dans la même démarche. Et moi-même sur le lycée Albert Ier. Tout jeune ne doit pas rester avec ses questions. S'il a besoin d'être accompagné, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Voilà les dernières informations. Parcoursup met à disposition des élèves et des familles un numéro vert. Donc c'est 0800 400 070. Le message est passé. Valérie Lemonnier, merci. Merci. La classe Ulysse du collège Charles III en partenariat avec la DENJS et Wildlife Interaction organise cette année encore l'Odyssée de l'Ulysse, une initiative de découverte et de sensibilisation au monde marin, toujours plus menacés en Méditerranée. Récemment, les élèves de cette section spécifique se sont retrouvés à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour rencontrer un pêcheur éco-responsable et surtout faire une collecte de déchets sur les plages. Regardez ce reportage de Yannick Debevert et Jean-Alexandre Dordet. Allez, feu. Pour la deuxième année consécutive, la classe Ulysse du collège Charles III participe à son odyssée de sensibilisation au monde marin. Vendredi dernier, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, les enfants se sont activés pour ramasser un maximum de déchets et soigner l'écosystème de la plage, tous arborant leur propre logo. Le logo, c'est fait avec la boule de terre et là, on les protège avec les mains pour protéger la terre et la beauté de la mer. Et pour protéger les animaux marins, le tortue, le dauphin réseau, le dauphin blanc, etc. pour les animaux marins. Et il y a une zone Pélagos entre l'Italie et la France. Les enfants, ils sont partie prenante depuis le départ. C'est déjà eux, l'année dernière, qui spontanément se sont mis à nettoyer la plage. Donc c'est pour ça que cette année, on a voulu vraiment l'organiser. Et puis, à force de leur montrer des belles choses, ils comprennent qu'il faut les protéger. Ok, on est bon ou pas? Alors, ce qu'on va faire, on va leur relâcher notre petit bambou, c'est le tout petit. Soutenu par la DENJS et la Fondation Prince Albert II, c'est l'association Wildlife Interactions qui a lancé ce projet. Entre cours en classe et sorties en mer, cette initiative rejoint l'intention de sensibiliser chaque enfant sur la beauté du monde marin et de responsabiliser ceux qui font l'avenir de notre monde. Et là, on va expliquer aujourd'hui vraiment sur la plage quels sont les éléments qui existent, qui sont là, et est-ce qu'ils ont une importance vraiment pour sauvegarder la plage. Il y a aussi bien sûr des micro-organismes, mais aussi l'élément qui est le plus important avec les cétacés, c'est la posidonie. Et donc on leur explique bien sûr l'importance de cette posidonie qui crée des formes de banquettes. C'est pas très esthétique, mais ça a une importance parce que ça sauvegarde la plage. Et donc voilà, et donc les enfants, et bien sûr, ils comprennent tous ces éléments-là. Si j'ai mis le plastique dans la mer, le plastique va se séparer avec de microplastiques. Et les poissons mangent le microplastique et ça va tuer ou faire mal. Après qu'ils sont fait fécher, ils sont achetés par... Après, tout le monde pense à moi. Si on a déjà mangé, il y a des microplastiques. C'est ça le problème. Cette collecte de déchets n'était qu'une étape de l'Odyssée de l'Ulysse. Cette aventure se poursuivra dans quelques jours avec une sortie au cœur du sanctuaire Pélagos, à la rencontre des cétacés méditerranéens.
À quelques jours du Grand Prix de Formule 1, la Principauté s'active pour accueillir tous les visiteurs qui y participeront de près ou de loin. Et cela se passe aussi dans les hôtels et les palaces. Au Métropole Monte-Carlo, le restaurant 2 étoiles Les Ambassadeurs by Christophe Cussac affiche complet depuis plusieurs semaines maintenant. Nous sommes allés voir comment s'adapte la brigade. Sujet signé Théo Schumer et Hugo Comassa. Au cœur du Métropole Monte-Carlo, à 2 pas du casino, se cache un restaurant discret, mais dont la renommée en fait une référence aujourd'hui incontestable, Les Ambassadeurs. Une adresse ouverte depuis 2023 et auréolée de 2 étoiles par le prestigieux guide Michelin, seulement 6 mois après son ouverture. Ambiance feutrée, paisible, qui contraste avec l'agitation qui s'annonce. C'est la semaine du Grand Prix de Formule 1 et le restaurant, qui peut accueillir jusqu'à 50 couverts, affiche évidemment complet depuis des semaines. Au moment du Grand Prix, bien sûr, la clientèle européenne est très présente. On a la chance d'être à Monaco, à l'hôtel Métropole, au restaurant Les Ambassadeurs. C'est un carrefour des ethnies, donc beaucoup de clientèles différentes langues à maîtriser, différentes attentes. Ce que la clientèle d'habitués vient chercher ici, c'est ça. Une cuisine méditerranéenne pleine de saveurs et de charme, sublimée par les soins du chef Christophe Cussac, passé par les plus grandes adresses parisiennes, aux côtés du chef, historiquement, le plus étoilé au monde, Joël Robuchon. Une cuisine simple en apparence, avec des goûts francs. On reconnaît les plats et le produit que l'on déguste. Une cuisine élégante, une cuisine contemporaine. Avec les produits régionaux et influencés par tout le pourtour méditerranéen. À la carte, des produits locaux avec des inspirations orientales ou italiennes comme la lasagne de homard, le foie gras de canard petit chou et velours balsamique, ou encore les petits pois bacon-carottes surmontés d'une gelée végétale à l'orange. Mais le plat signature du chef Cussac, c'est celui-ci, la sardine marinée garnie de caviar impérial et de fenouil sur sa mousse au citron de Menton. Un plat qui conjugue le goût raffiné d'un poisson pauvre, la sardine, avec la noblesse du caviar. Pour accompagner tout ça, il vous faudra du pain, et ça tombe bien, ici il y en a 19 différents, soigneusement exposés sur leur chariot. Avec sa cuisine ouverte sur la salle, le client vit depuis sa table la beauté des fourneaux et son atmosphère étonnamment calme, mais qui traduit parfaitement la personnalité discrète et appliquée du chef. Une transparence pour la clientèle et pour nous aussi, parce que c'est vraiment très, très intéressant et valorisant d'entendre l'ambiance, d'être lié avec la salle et avec les clients, et on ressent leur plaisir à dîner chez nous. Détail assez rare pour être souligné, ici tout est préparé en interne. 10 cuisiniers travaillent avec le chef, auxquels s'ajoutent même des boulangers, une chocolatière et des pâtissiers. Et en parlant de pâtisserie, il est temps de passer au dessert. Eux aussi sont servis en salle, sous les yeux des clients. 12 choix au menu comme la mousse au chocolat, la tarte aux fraises ou la tarte meringuée. Une belle conclusion à un repas d'exception qui ne perd rien de sa superbe, même dans la période la plus chargée de l'année. Nous en avons parlé dans cette édition et ce sont les photos de fin de journal. Le ministre d'État et le ministre des Finances et de l'Économie en visite dans les locaux de Monaco Tech et Monaco Boost. Ce sont des photos de Stéphane Dana. À suivre, la météo de Christine Datomel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. À demain. Bonsoir à tous. Le saviez-vous, à Monaco, les sources locales couvrent entre 25 et 50% de la consommation d'eau de la principauté. Et puis concernant la météo pour demain, une belle journée en perspective avec un soleil généreux du matin jusqu'au soir. Les températures seront comprises entre 17
et 25 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête au Kevin. Le prénom Kevin est d'origine irlandaise et signifie de noble naissance. Alors, l'anecdote, selon la légende, Saint Kevin serait resté immobile pendant plusieurs jours pour ne pas déranger un oiseau venu nicher dans sa main, un symbole de patience et de respect de la nature.